gynécologue de formation et je travaille comme chef de service dans le service de procréation médicalement assistée de la clinique CHC Montélégiat à Liège. Vous avez un long parcours dans le cadre de l'accompagnement des personnes qui font appel à ces techniques de procréation médicalement assistée. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette spécialité? J'ai pas commencé ma carrière à Liège, j'ai commencé ma carrière à Bruxelles et ce qui m'a amené à faire cette spécialité, c'est comme souvent des mentors dans ma formation, clairement, et donc qui m'ont inspirée en endocrino, qui est une des parties de la gynéco, et l'endocrino est très fort lié à la procréation médicalement assistée, donc au départ c'était un choix essentiellement médical. Et puis j'ai rencontré sur mon parcours des gens inspirants dans le cadre de la procréation médicalement assistée et ça m'a invité à continuer et le travail d'équipe et la stimulation qu'on avait dans l'environnement où j'étais à cette époque sont des éléments qui m'ont amené à continuer dans cette voie. Alors on sait que vous étiez dans un certain contexte à l'époque pour démarrer votre travail. Est-ce que vous pourriez resituer pour nous un peu le contexte politique dans lequel vous avez démarré ce travail? C'était le début de l'homoparentalité, c'est-à-dire que c'était le départ de ces demandes particulières. L'autre demande particulière qui émergeait dans les années 80 quand j'ai commencé, c'est l'aide aux patients HIV. La prise en charge de l'infertilité n'était pas aussi développée qu'à l'heure actuelle et donc l'utilisation des spermes de donneurs avait encore une importance très grande parce que l'avènement des techniques qui ont permis de prendre en charge des couples avec des problèmes andrologiques, donc masculins sévères, c'était début des années 90 et donc à cette époque, tout sperme de qualité insuffisante qui ne permettait pas une procréation par une simple insémination était traité par le recours à la banque de sperme. Et donc la banque de sperme avait encore une importance très grande. Et c'est là que sont arrivées les premières demandes de parentalité alternative. Et là, je travaillais avec Marcel Weckmans, qui était un de mes mentors sans aucun doute, parce qu'il était très inspirant au niveau réflexion et philosophique. Et surtout très ouvert quant à la liberté de penser qu'il permettait à ses assistants, dont je faisais partie. Ça nous a permis à l'époque de créer un binôme avec Marie-Laure Gustin, qui était la psychiatre aussi en formation comme moi à cette époque, qui a mis un pied dans le service d'andrologie. Et on était toutes les deux très jeunes, on n'avait même pas fini notre formation, mais on recevait des couples et en recevant ces couples, on s'est rendu compte qu'on n'entendait pas la même chose et que quand on en rediscutait après, c'était très riche. Et donc on a mis en place des procédures qui ne portaient pas du tout ce nom à l'époque, mais maintenant c'est devenu à la mode. Mais à l'époque, on a mis en place un mode de fonctionnement qu'on a appelé l'écoute à 4 oreilles, qui était l'écoute par le gynécologue et par la psychiatre et la confrontation des deux discours qu'on avait entendus pour pouvoir accepter les couples. Alors maintenant, ça paraît complètement ringard de discuter, d'accepter un couple homosexuel. Parce qu'on a beaucoup évolué au niveau de l'intégration de l'homosexualité dans nos sociétés, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, prendre un couple homosexuel, ça posait encore question au niveau de la parentalité. Toutes les études qui nous ont rassurés par rapport au devenir de l'enfant ont été publiées dans les années 90. Donc là, on était fin des années 80, et donc on n'avait pas encore ces résultats. Apparaissaient les premiers résultats, d'ailleurs, de la VUB aussi, par rapport à l'homoparentalité. Et donc, on marchait sur quelque chose qu'on ne connaissait pas très bien, même si maintenant ça paraît complètement absurde et discriminant. Et puis la société a suivi. Il y a eu le mariage des homosexuels et puis il y a eu maintenant la reconnaissance de l'enfant par la mère socio-affective qui n'est pas différente d'un couple hétéro. Et donc ça, c'est une avancée majeure. À l'époque, on posait encore des questions aux patientes qui nous permettaient de voir comment elles étaient intégrées dans la société, comment elles étaient acceptées dans leur famille. Maintenant, quand je pose ces questions, c'est tout à fait banal parce qu'il n'y a plus vraiment de problème de ce côté-là, même si il peut y avoir un chemin à parcourir, il n'y a plus jamais de rejet. Enfin, je n'ai plus depuis les 10 dernières années entendu un couple homo qui était rejeté par sa famille, par son milieu professionnel, et d'ailleurs en Belgique ça serait condamné. Bon, maintenant on reçoit des Françaises où
pas rejeté par la famille, mais c'est rejeté par la prise en charge médicale, donc ça pose quand même encore problème. Vous parlez essentiellement à ce moment-là de couple féminin. Ouais. Oui. À ce moment-là, au niveau juridique, dans quel contexte vous étiez? Est-ce que c'était déjà des lois qui permettaient en Belgique? Non, donc à cette époque, elle ne pouvait pas encore se marier, donc le mariage n'était pas reconnu. Oui. Et la reconnaissance de l'enfant non plus. Donc c'était la grosse difficulté, et d'ailleurs on a été échaudé dans certaines situations, c'était la légitimité de la mère socio-affective et ses droits. Oui. Et donc ça c'était compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour se mettre dans un contexte rassurant. Donc tout ce qu'on pouvait avoir, c'était la bonne foi des patientes. Et donc en plus, on traitait déjà à l'époque des patientes françaises pour lesquelles la situation reste quand même encore très difficile, même si elle a aussi évolué. Ça reste beaucoup plus compliqué qu'en Belgique d'être un parent à part entière quand on est dans un couple homosexuel français. Donc voilà, on était dans une situation qui n'était pas une interdiction, donc c'était pas la même chose que pour l'avortement, où on a pratiqué des avortements quand c'était interdit. Là, c'était pas interdit, mais c'était pas encadré. C'est un peu comme les mères porteuses à l'heure actuelle. C'est pas interdit, mais c'est pas bien encadré. Le démarrage de votre formation, c'est en andrologie, vous m'avez parlé de ça. Et vous avez précisé que d'ailleurs, au début, c'était aussi sur les questions autour du VIH, que cette banque de sperme a été... c'est-à-dire qu'elle a été utilisée dans ce cadre-là, parce que c'était le tout début. Et à l'époque, on n'avait absolument pas d'évidence médicale que le lavage du sperme de patients porteurs du VIH nous permettait d'inséminer en toute sécurité. Et donc, tant qu'on n'avait pas cette certitude, ce qu'on proposait aux couples, en général des hétérosexuels dont le mari était séropositif ou la femme, mais c'était plutôt, en andrologie c'était évidemment le mari, c'était d'avoir recours à un sperme de donneur. Jusqu'au moment où de nouveau on a eu des évidences médicales qui nous rassuraient par rapport au lavage de sperme, et on a arrêté ces pratiques pour proposer autre chose. Et il y a eu des pionniers à l'époque qui ont pris le risque. Et c'est d'ailleurs eux qui ont quand même malgré tout fait avancer les choses. C'est quelle époque à peu près ça? Donc ça c'est fin des années 80 aussi, début des années 90. Oui, c'est ça. Donc à chaque fois c'est une prise de risque. Vous l'avez en tout cas vécu comme ça à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc comme toujours, il y a des gens comme souvent, il y a des gens qui dérogent aux règles imposées, qui sont critiqués, et finalement, c'est eux qui ont raison, et ces règles sont intégrées. C'était comme ça. Dans l'homoparentalité, clairement, on était quand même critiqués à l'époque aussi par certains autres hôpitaux qui n'adhéraient pas à notre proposition, et même au sein de mon hôpital, tout le monde n'était pas d'accord. Mais on avait la chance d'être dans un hôpital où on acceptait justement la discussion et l'ouverture par rapport à des attitudes qui n'étaient peut-être pas intégrées par tous comme étant positives. Donc à l'époque, c'était pas encadré, c'était pas interdit mais pas encadré. Et donc en fait, si je comprends bien, l'écoute à quatre oreilles, c'était une façon d'encadrer les choses à votre façon en fait. Alors l'écoute à quatre oreilles, c'était une c'était une procédure qui permettait de justifier ou en tout cas d'expliquer nos pratiques. C'est-à-dire que légalement, cette écoute à quatre oreilles, elle ne représentait rien. Mais en imaginant quand on nous adressait des critiques, on expliquait comment on faisait. Et donc à l'époque, c'était encore assez lourd. C'était une consultation chez le gynéco qui était une consultation psychosociale, c'est-à-dire où on ne parlait pas de médecine, mais on parlait de l'histoire des gens, parce qu'on a toujours considéré, à l'époque, et je le considère toujours maintenant, que le gynécologue n'est pas là pour déposer du sperme dans le vagin au bon moment, ou dans l'utérus maintenant. Et qu'il devait se sentir à l'aise avec l'acte qu'il posait, et donc avoir aussi questionné l'histoire des gens, dans la mesure où cette histoire n'est pas banale. Et donc le gynéco avait cet entretien, et puis à cette époque, la psychiatre ou la psychologue avait 3 entretiens avec les couples homo. Ce qui n'est plus effectué à l'heure actuelle parce que ça ne se justifie plus. Nous, on a toujours gardé, mais ça n'est une pratique qui n'est pas légiférée, donc il y a des hôpitaux qui fonctionnent autrement. Il y a des hôpitaux qui n'envoient que chez la psy, et si la psy accepte, le gynécologue fait son boulot. Moi, j'ai toujours considéré que je n'étais pas là pour accepter des choses qu'on avait décidées pour moi. Et je pense que dans mon équipe actuelle, c'est aussi une vision, c'est qu'ils aiment bien appréhender ce qu'ils font avant de mettre en pratique de façon tout à fait factuelle l'insémination.
Et l'aide de la psy est évidemment incontournable, mais je pense que la vie du gynéco l'est tout autant. Ces procédures, c'était un peu des garde-fous qu'on s'était mis et qui rassuraient aussi ceux qui étaient qui n'étaient pas favorables à nos pratiques, y compris dans notre hôpital, de se dire bon, ok, je ne suis pas d'accord, mais ce qu'elles font, ça a l'air correct, ça a l'air d'être bien encadré, mais ça n'a jamais été légiféré comme tel. Même si dans la loi actuelle de la procréation médicalement assistée, il y a un volet qui dit qu'il doit y avoir une psy dans un service et des avis, mais on ne nous impose pas quels avis et pour quand, etc. Donc ça, c'est une gestion interne. Pour revenir sur l'endroit où vous travaillez actuellement, vous me disiez que vous aviez un CA assez particulier, composé d'abbés et... Donc oui, c'est un hôpital chrétien, oui. C'est le centre hospitalier chrétien. Oui. Et donc quand je suis arrivée dans ce service en 2007, les couples homosexuels et les femmes célibataires n'étaient pas pris en charge. Et donc j'ai dû faire une demande au comité d'éthique, et puis qui a accepté dans les deux cas assez rapidement. Et puis ça a dû être présenté au CA. Et en effet, au CA, il y a des religieux qui ont été... formidable, je veux dire très accueillant. J'ai toujours été soutenue par mes autorités, quelle que soit leur obédience, puisqu'il y a des laïcs et des non-laïcs dans le CA. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a sans doute quelque chose chez vous qui permet une force de conviction ou de décision qui permet que quelque chose du débat ait lieu, en tout cas, et que même... il faut quand même avouer que par rapport à l'homoparentalité, même si je suis hétérosexuelle et mère de 3 enfants, fait dans des conditions classiques, je le dis parce que les homosexuels, parfois, même quand elles postulent pour un boulot, disent « je suis homosexuelle ». Et moi, j'ai envie de dire « mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre sexualité ?» Enfin, moi, quand je me présente pour un boulot, je ne dis pas « je suis hétéro ». Donc, ça m'a toujours un peu choquée. Mais donc, au début, il y avait une part de militantisme. Donc, clairement, avant que les lois n'évoluent, je pense que Marie-Laure Augustin et moi, on était un peu militantes pour l'homoparentalité. D'ailleurs, on a fait partie de débats télévisés qui ont été rediffusés dans un film qui s'appelle Famille, qui est assez remarquable, je trouve, parce qu'il fait parler les enfants. Et donc là, clairement, on allait pour se défendre et pour se battre et pour défendre ces filles on était convaincus, mais ça, c'était pas basé sur des preuves scientifiques. Et donc là, c'était un peu de militantisme. Et puis après, quand les preuves scientifiques sont arrivées, là, il fallait juste faire la lumière pour les autres qui ne connaissaient pas ces preuves scientifiques, pour leur montrer, pour les rassurer, et pour leur dire, bon voilà, maintenant, il ne s'agit plus de militantisme, il s'agit d'accepter des faits. Je veux dire, ces enfants ont été étudiés, ils vont bien, donc arrêtez de baser votre refus sur le mal-être potentiel de ces enfants nés dans des couples sans père. Et donc, je ne pense pas que j'étais particulièrement convaincante, mais j'avais alors des arguments qui me permettaient de défendre une position qui avait toujours été la mienne, mais qui a évolué au cours du temps, du militantisme vers une pratique qui semblait tout à fait défendable au niveau des preuves scientifiques. Quelle est votre position par rapport actuellement à, justement, peut-être, on va dire, une certaine forme d'inégalité dans les demandes? Quand je parle d'homoparentalité, au niveau du devenir des enfants, je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais dans nos pratiques, la différence est évidente et elle est fondamentale parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est toujours les mères qui enfantent. Donc, deux pères ne pourront jamais mettre au monde un enfant. Mais je suis convaincue que par des pratiques différentes, les hommes sont tout à fait capables à deux d'élever un enfant comme deux femmes. Enfin, voilà, la différence est juste biologique. Et qui est dès lors beaucoup plus compliqué au niveau pratique, parce que le recours à une mère porteuse, c'est une possibilité, mais c'est quand même 1000 fois plus compliqué qu'une insémination avec donneur d'une des partenaires d'un couple homme-femme. Hein. Donc clairement, là ça implique un tiers et ça ne l'implique pas pour 10 minutes, ça l'implique pour 9 mois. Donc c'est clair que c'est plus compliqué, mais je défendrai tout autant ces pratiques, bien que voilà, c'est compliqué. Vous me disiez là que vous donniez des cours sur des questions éthiques à Namur. Ouais. Qu'est-ce qui, dans le fond, est important pour vous de transmettre sur ces questions justement éthiques
Quelles sont par exemple des situations cliniques que vous avez rencontrées qui ont un peu défié votre éthique? Alors, c'est une problématique qui est quotidienne en procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus créatifs que nous et arrivent avec des propositions qui nous surprennent, en tout cas auxquelles on n'a pas réfléchi. Et donc, quand on est confronté en consultation avec des propositions auxquelles on n'a pas réfléchi, notre règle, en tout cas, c'est d'abord réflexir avant de refuser. Mais de ne pas s'engager à accepter aussi tout de suite, parce que d'abord en consultation, on est quand même dans un entretien singulier. Moi, je ne m'autoriserai jamais à refuser seule une situation, parce que ça, c'est du totalitarisme. C'est une règle qu'on s'est imposée, c'est-à-dire que quand on a des situations particulières, et elles sont vraiment plurielles. L'homoparentalité, bon, on en discute beaucoup, mais pour moi, c'est plus un problème. Mais il y a l'âge du père, il y a un des parents qui est mourant, il y a ces familles plurielles qui semblent d'une banalité déconcertante dans nos sociétés. On ne discute jamais la famille recomposée. Mais pourquoi? Je dis, qu'est-ce qu'elle a de moins banal et de plus acceptable que la famille faite de 2 pères ou de 2 mères? Enfin, moi, je trouve ça très compliqué d'avoir 2, 3, 4 familles, parce que c'est comme ça. Alors, là, on ne se pose jamais la question du bien-être des enfants. Donc, je prends en général pour mon cours des situations cliniques qui sont très interpellantes, et je les décortique, enfin je les présente de façon telle qu'elles nous ont été présentées en consultation, telles qu'on les a questionnées dans nos réunions, et je pose alors la question de la réponse à apporter. Donc notre fonctionnement, c'est, quand on a une situation particulière, le gynécologue envoie chez la psy, et puis on discute ça en réunion médico-psychosociale. Et ces réunions médico-psychosociales, ce sont des réunions élargies, c'est-à-dire où tous les intervenants vont avoir un droit d'intervention et de vote qui est équivalent à tout le monde. La secrétaire, l'infirmière, le biologiste, le médecin et la psy. Et le médecin et la psy qui ont vu les patients n'ont pas une voix plus importante dans notre décision, et on travaille au vote. Je trouve très important que quand un transgenre arrive au secrétariat pour une procréation qu'on a discutée, il soit très bien accueilli par la secrétaire, il soit très bien accueilli par l'infirmière. Et ça ne peut se faire que s'ils ont participé à la décision. Si on leur impose des choses qu'on a décidées, nous, parce qu'on a vu les gens et parce que soi-disant on est les thérapeutes, bien ça ne va pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a des formations qui incluent les secrétaires, les infirmières et les biologistes, par exemple sur la transidentité. On a demandé à Genre Pluriel de venir faire une formation parce que mes secrétaires étaient à juste titre interpellées par des choses qu'elles n'avaient pas appréhendées auparavant. Une fois qu'on a fait cette réunion médico-psychosociale, on vote et on décide d'accepter ou pas les couples en fonction d'une problématique par rapport à laquelle on est ou pas rassuré. Et donc, clairement, jamais on n'aura la possibilité de décider si ces gens vont être ou pas des bons parents. On n'en a pas les capacités. Mais il y a des situations par rapport auxquelles on est tellement mal à l'aise qu'on ne peut pas les accompagner. Et heureusement, la loi nous permet de nous retrancher derrière la clause de conscience qui, dans certains cas, nous permet de refuser. Alors, il y a 18 centres de PMA en Belgique. Ça ne ferme pas la porte aux gens de se présenter à un autre centre. Dans ces cours d'éthique, c'est ça que je veux partager avec les gens, c'est ces difficultés auxquelles on est quotidiennement confrontés, à des bricolages procréatifs qu'on n'avait pas imaginés, mais qui ne mettent pas nécessairement en danger le bien-être de l'enfant ou la légitimité de la demande des parents. En tout cas, qui nécessitent une réflexion parce que ce n'est pas normal, entre guillemets, c'est-à-dire représenté par 60% des cas. C'est ça de ne pas être normal. Et donc, dans ce cas-là, on met un temps d'arrêt pour réfléchir. Et c'est un peu ce qu'on avait fait quand on a été confronté il y a très longtemps, à une première demande de mère porteuse. Moi, quand j'ai entendu l'histoire des gens, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est triste! Et je ne vais quand même pas dire non à ces gens, je vais d'abord les écouter et voir ce qu'on peut faire pour eux. Vous venez de dire, il y a les 60% de situations normales et puis ce bricolage, j'aime bien cette expression, pour les 40% qui concernent des choses bricolées, justement. Peut-être parce que nous, on visualise peut-être moins bien que vous ce que ça signifie, les 60% de situations normales. Donc c'est très, limitatif, mais bon, la situation normale, c'est le couple hétéro qui vient après une infertilité de plus d'1 an dans un contexte classique. Voilà. Ce que j'appelle, ils détestent le couple Marie-Claire.
Mais bon, voilà. Donc, alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est normal là-dedans et jusqu'où aller dans la normalité ou pas. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, mais il y a un moment où il faut avancer et on ne peut pas trop se poser de questions. Mais il y a clairement des couples normaux, entre guillemets, où à la fin de la consultation, on se dit, mon Dieu. Mais bon, voilà, je pense qu'on ne peut pas non plus être normatif, et c'est déjà très normatif. Un couple normal, c'est normalement un couple où on ne se pose pas de questions. Vous êtes quelqu'un qui est très progressiste dans votre manière d'approcher votre travail. En tout cas, c'est l'impression que vous me donnez, et très ouverte. Et du même coup, je me posais la question en vous entendant parler, mais au fond, quelles sont les situations, ou quelle a été une situation particulière où là, vous vous êtes dit, c'est peut-être mon point limite d'un point de vue de l'éthique médicale, ou en tout cas... Mais mon point limite n'a pas d'importance. C'est ça. Je pense que si moi j'atteins mon point limite, je dois partager et savoir si c'est moi et mon histoire, mon passé, qui peut jouer dans ce malaise que je ressens. Et sinon, on est normatif. Je veux dire, on a tous une histoire. Et cette histoire influence cette limite qu'on peut se mettre. Moi, je suis plus sensible à certains points qui sont liés à mon histoire personnelle. Mais je m'en rends compte. C'est pas possible d'imposer ces limites qui sont propres et qui sont liées à son histoire à un couple qui se présente avec une histoire qui lui est propre, mais ils ne sont pas responsables du fait que ça résonne en moi. Donc je ne peux pas, et je trouve que je n'ai pas le droit d'émettre mes limites, même si à la fin de la consultation, je me dis « waouh, ça c'est pas possible ». Mais en tout cas, quand je présente ça en réunion médico-psychosociale, je leur dis « écoutez, là, moi, no way, je suis vraiment très mal à l'aise, mais j'ai heureusement une équipe qui ne respecte pas l'autorité. » Et je trouve ça très bien, parce que une de mes biologistes ou une de mes collègues peut me dire « mais avec quoi tu viens évidemment, ou bof, moi je ne suis pas si convaincue que toi, il faut se poser de la question. » Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe qui n'est pas freinée par une certaine forme d'autorité, parce que malgré tout, je suis chef de service, et qui peut me remettre à ma place. Et à l'inverse, hein, quand je dis « ouais, moi je sais que c'est bizarre, mais ça ne me pose pas de problème », qui me disent « ça va, quoi ». Donc, oui, je trouve que c'est bien. Et je trouve que pour ça, j'ai une chouette équipe. La boussole, au fond, c'est pas du tout la norme, c'est plutôt la rencontre, au fond, mais pas sans encadrement. Oui, c'est-à-dire la rencontre plurielle. C'est-à-dire que la règle, quand même, c'est qu'une personne ne peut pas décider. Le vote est quand même là pour décider et parfois pour mettre des limites. Donc, il arrive qu'à la fin d'une réunion, on me dise « ok », mais là, il faut qu'on mette des limites, par exemple des limites dans le temps, parce que c'est un père âgé. C'était un exemple que je présente souvent à une de mes réunions. C'est qu'un jour, une secrétaire m'a interpellée parce qu'on avait évolué dans la prise en charge d'un papa qui avait commencé déjà à un certain âge et qui arrivait proche de 80 ans. Et où on m'a dit, écoute, ok, mais là, il faut quand même qu'on se mette une limite, parce que sinon... Et je suis revenue vers le couple en disant, écoutez, voilà, on a eu une réunion, ce qui m'a été rendu, c'est qu'il fallait mettre une limite. Donc on va se donner 6 mois. Et j'étais face à des gens très intelligents et en tout cas qui étaient conscients de la situation un peu difficile dans laquelle ils étaient et qui m'ont dit oui, on vous comprend. Alors, ce qui est très compliqué en PMA, c'est qu'on doit décider pour un être qui n'est pas là. Et donc, puisque en fait, in fine, notre principale préoccupation, c'est le bien-être de l'enfant à venir. Et donc, voilà, cet enfant, il n'est pas là. Et on doit décider dans des situations parentales qui n'ont pas été étudiées. On n'a pas 1000 cas dans cette situation pour lesquels on a évalué l'enfant à 2 ans après le DIP et à l'âge adulte, comme c'est le cas pour les homos. Donc c'est pas toujours facile et parfois on est peut-être dans un excès de prudence ou dans un excès... Et alors, bon voilà, on est confronté à des réactions. Hein. Parfois les enfants naissent et puis c'est les pédiatres qui viennent nous dire « mais vous avez fait quoi là ?» Je veux dire, et donc eux, ils n'ont pas partagé, peut-être à tort, hein, mais ils n'ont pas partagé la démarche antérieure à l'acceptation, et donc ils sont confrontés à un truc où ils se disent, mais c'est quoi ce truc ? Et comment est-ce qu'en PMA, on fait n'importe quoi ? Mais non, en PMA, on fait ce qu'on peut. Hein. Dans certaines cliniques, il y a une forme de projection des possibles qui est offerte aux parents en leur disant, voilà, vous allez avoir telle étape possible, qui rendent presque, je dirais un peu de manière paradoxale,
impossible aux parents de se dire ça sera impossible. Enfin, comme s'il y avait une forme de forçage, il faut que ça arrive. Alors oui, ça c'est le dilemme entre être honnête avec les gens en leur donnant toutes les possibilités, tout en n'allant pas anticiper des possibilités en fait qu'on n'a peut-être pas envie qu'ils prennent. Mais en effet, quand ça ne va pas, il y a toujours le don d'ovocytes ou de sperme, puis il y a le don d'embryon. Enfin, je veux dire, et jusqu'où va-t-on? Oui. Et alors, moi je ne présente pas les choses en disant mais si ça ne va pas, n'inquiétez pas, il y aura encore ça, ça et ça. Mais quand ça ne va pas, il faut quand même dire aux gens ce qui est possible. C'est le rôle du médecin, c'est de leur dire ce que la science leur permet comme possibilité à l'heure actuelle. Et puis alors, il y a aussi maintenant quand même, je veux dire, l'information circule de façon très différente maintenant qu'il y a 30 ans quand j'ai commencé. Et donc, c'est souvent les gens qui viennent avec des propositions, en nous disant « Oui, mais le don d'embryon, oui, en effet, il y a le don d'embryon. » Donc voilà, je pense qu'on essaye toujours de rester scientifique en disant aux gens les possibles, mais les gens arrivent souvent avec des possibles et des impossibles. Dans le décours des interviews qu'on réalise, on a rencontré une réalisatrice qui est en train de faire un film sur son parcours à elle de PMA, ici à Bruxelles. Et un des témoignages qu'elle soutenait, c'était face à tous ces échecs, au fond, elle disait que ça l'avait fait prendre une certaine distance avec son désir d'enfant, finalement. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez face à ces échecs répétés. Alors non, mais probablement parce que je ne suis pas à la bonne place, puisque moi, je suis dans les mesures et les pronostics et les statistiques. Et, voilà. Donc, c'est clair que je réponds aux demandes médicales et scientifiques des gens, plus qu'une psy qui pourrait répondre, questionner en tout cas d'autres situations. Alors, je dirais que la seule chose, c'est que quand je sens que ça devient très très difficile pour les gens, même s'ils n'ont pas... Donc il y a des situations dans lesquelles les gens sont obligés, entre guillemets, d'aller voir une psy parce que le projet est différent. Mais il y a des situations où ils ne sont pas du tout obligés, et même si on leur dit qu'à la réunion d'information, par exemple pour la FIV, on leur dit toujours qu'il y a une psy, qu'il ne faut pas hésiter à en abuser. Mais les gens sont pas prêts au départ, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur bébé, quoi. Et alors quand ça ne va pas, c'est clair que de temps en temps, on est confronté à une souffrance qui dépasse des mesures et des évaluations très médicales. Et on leur repropose d'aller voir une psy, mais je vous avoue que c'est pas toujours bien accueilli, parce que c'est pas ça qu'ils veulent, quoi. Ils veulent que ça marche, c'est pas la peine de... Et donc, bon voilà, c'est compliqué. Mais j'avoue que oui, probablement, je suis comme ces patientes. Moi, je suis prise en tant que médecin dans ces évaluations très statistiques et mesures biologiques des conditions de réussite. Alors ce que je fais pour mettre les gens devant le fait que ça ne sera peut-être pas possible, c'est que en fécondation in vitro, je leur présente toujours le tableau des réussites en Belgique, parce qu'en Belgique, on est obligé de rendre nos résultats et on est analysé pour nos résultats. Il y a un benchmarking de tous les centres, donc on sait très bien où on se situe, si on doit s'améliorer ou si on est bien, enfin bon, soit. Et donc, ces résultats sont colligés et il y a un tableau qui est accessible à tout le monde avec les résultats en Belgique. Mais des résultats crus de taux de grossesse par transfert d'embryon. C'est très dur de voir ces résultats parce que... c'est pas hyper bon, hein. La PMA, elle répond à l'infertilité, mais elle ne va pas au-delà des réussites dans l'espèce humaine de la procréation. Et donc, je montre ça aux gens parce que souvent, les gens reviennent après un essai en disant « Oui, mais pourquoi ça n'a pas marché ?» Parce qu'à 39 ans, le taux de grossesse, c'est 20%. Donc voilà, 20%, c'est une chance sur 5. Et donc, je leur montre ça au départ, justement pour leur permettre d'imaginer qu'on n'aide pas tout le monde. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'information qui retienne. Vous avez parlé de la cryoconservation pour les personnes trans que vous pratiquez dans votre hôpital, si j'ai bien compris. Oui. Parce que j'imagine que ce n'est pas le cas, peut-être actuellement, dans tous les hôpitaux. Bon, alors c'est un hôpital catholique, ça n'a peut-être pas été si simple de... Même pas. Mais je ne me suis même pas posé la question, oui, parce que c'est une indication médicale. Je veux dire, on ne peut pas refuser à quelqu'un de préserver ses gamètes. Je veux dire, la réserve qu'on peut mettre, et je la mets toujours, c'est qu'est-ce qu'on fera de ces gamètes plus tard. Parce que quand on est transgenre et qu'on congèle son sperme et ses ovocytes, il faut toujours réfléchir à comment on va les utiliser plus tard. Et les réponses sont de nouveau plurielles. Et donc, on a décidé justement maintenant, suite à la demande des biologistes,
qu'on rencontre toujours ces demandes en période de transition, de préservation de gamètes, pour pouvoir connaître, enfin d'abord pour pouvoir connaître l'histoire des gens et pas simplement faire de la cryopréservation de gamètes, ça a un intérêt limité. Et moi je leur explique aussi que l'engagement qu'on a pour eux maintenant de répondre à leur demande qui est légitime ne nous engage pas plus tard à répondre à leur demande de parentalité. Par ailleurs, leurs gamètes sont toujours transportables ailleurs où on pourrait accepter ce projet. Et donc c'est là que enfin voilà, on ne s'est pas encore beaucoup posé la question de ce qu'on pourrait en faire plus tard et de jusqu'où on pourrait aller. Par exemple, quelque chose qu'on n'a jamais refusé, mais ça se fait depuis plus de 20 ans, c'est quand on a un couple hétérosexuel où l'homme est un homme trans, on a recours à un don de sperme. Là, on a deux personnes qui sont de genres différents, le genre a été enregistré, l'histoire de l'homme est différente. Alors on peut questionner cette histoire de l'homme, et en effet c'est fait par les psys, mais il n'y a aucune raison de refuser, donc je ne me pose même pas la question. Je veux dire, mais la psy va probablement essayer de voir comment on va intégrer l'histoire de monsieur dans la narration de l'histoire familiale à l'enfant, et c'est important probablement, mais donc voilà, moi je ne me suis même pas posé la question, alors c'est peut-être pas bien, mais... Voilà. Donc après, les propositions des transgenres à l'heure actuelle sont parfois vont plus loin. Hein, donc ça, je ne sais pas très bien comment on va je ne sais pas comment l'équipe va y répondre en fait, oui. Puisque ce sera ça le questionnement. Et quand on n'est vraiment pas d'accord au niveau de l'équipe, on a encore un comité d'éthique qu'on peut interroger. C'est ça. Donc ça, c'est toujours une possibilité. C'est vraiment en évolution permanente, en fait, sur la question des normes qui bougent, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est là qu'on comprend bien en tout cas, c'est votre méthode, mais de l'encadrement par d'autres, etc., parce que c'est vertigineux. Oui, c'est vertigineux. Et puis, c'est... chaque jour, on a une nouvelle proposition auquel on n'avait pas réfléchi. Et donc, je trouve que ce qui est important, c'est de ne pas dire aux gens « là, 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 là », mais de dire, mais de pouvoir quand même dire « excusez-moi, mais moi je me souviens de la première demande d'un trans et c'était une femme trans qui m'a demandé d'utiliser les ovocytes chez sa compagne. Et alors je lui ai dit, écoutez, on va congeler vos ovocytes, mais pour le reste, laissez-moi le temps de réfléchir, de me positionner. J'ai jamais réfléchi à ça. Et là, je me suis pas engueulée, quoi. Ouais, vous n'êtes pas très ouvert. J'ai dit, ouais, ok. Probablement, je ne vais pas aussi vite que vous, mais il faut me laisser le temps. Et ça, c'est souvent aussi un problème auquel on est confronté, c'est l'urgence des gens qui n'est pas notre urgence. C'est-à-dire que la femme célibataire qui arrive à 41 ans parce qu'elle n'a pas trouvé de conjoint, et maintenant ça devient urgent, et qui a une montagne de problèmes derrière elle, qui l'a amenée à 41 ans sans conjoint à vouloir... Eh bien, nous, cette montagne de problèmes, on ne sait pas y réfléchir dans l'urgence. Et donc, évidemment, on est confronté à l'urgence biologique, l'urgence des gens et notre temps. Et donc ça, on est parfois... Ça nous perturbe. Et donc là, on a décidé quand même assez régulièrement, on décide que, ok, c'est pas notre urgence. Nous, il faut le temps qu'on réfléchisse, on a besoin d'autres informations, on peut pas se positionner comme ça, parce que sinon on est acculé à faire des choses où vraiment on ne se sent pas à l'aise. Et après tout, c'est pas de notre faute si les gens arrivent trop tard pour faire des choses auxquelles on aurait dû réfléchir 3 ans avant, etc. Donc ça, c'est aussi un de nos gros soucis, c'est l'urgence des gens. Mais ça, à l'heure actuelle, l'urgence des gens, elle n'est pas que dans les parentalités alternatives.